Cette image illustre la célébration des remises de diplômes dans les universités américaines et ceci est le rêve de beaucoup de jeunes étudiants en Afrique subsaharienne. Cette vidéo est adressée à ces personnes. Je vais faire un petit récapitulatif de l'enseignement aux États-Unis et après cela parler de l'enseignement supérieur avec la perspective de quelqu'un qui est dans le STEM. Le STEM, c'est la filière scientifique, c'est-à-dire sciences, technologie, engineering, mathématiques et médecine. Tout d'abord, il faut comprendre que l'enseignement aux États-Unis, en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, est différent du reste du monde et en particulier du système francophone qui, lui, provient du système européen. Et dans ce système américain, il y a le système qui est appelé le K-12, qui est le système d'enseignement général où l'enfant commence l'école à partir de 5 ans. Quand l'enfant n'a pas encore 5 ans, il est placé en garderie et à partir de 5 ans, il est autorisé, 5 ans révolus, il est autorisé à s'inscrire au l'équivalent du CP1. Et je vais vous expliquer maintenant le système d'enseignement général. Ce système d'enseignement général, je le mets en comparaison avec le système qu'on a, par exemple, en Afrique francophone. Aux États-Unis, l'enseignement élémentaire fait 5 ans, ce qui contraste avec 6 ans qui est fait, par exemple, dans les systèmes francophones en Afrique. Donc, du CP1 au CM2, c'est 6 ans. En Amérique, c'est du first grade au fifth grade, 5e grade, donc 5 ans. Après cela, l'enfant va au middle school, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle le collège. Le collège en système francophone, le collège qui est de la 6e à la 3e. Aux États-Unis, cela dure 3 ans. C'est pas 4 ans comme c'est le cas en Afrique francophone. Et après cela, l'enfant va passer au high school, qui est l'équivalent du lycée. Et dans le système francophone, le lycée, seconde, première, terminale, c'est donc 3 ans. Et dans le système américain, le high school fera 4 ans. Dans le système américain et de 13 ans dans le système francophone africain. Par exemple, l'avantage du système, peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage, mais dans le système francophone africain, l'enfant même peut, s'il a les habilités intellectuelles, peut même commencer avant 5 ans, alors que dans le système américain, il faut forcément que l'enfant ait 5 ans révolus au moment du début des classes. Donc à la fin, on se retrouve à peu près à 18 ans dans le système américain et 17-18 ans aussi dans le système francophone africain. Après quoi, après les 12 ans, dans le système américain, l'enfant va recevoir son high school diploma. Et son high school diploma est l'équivalent de ce que nous, on a, qu'on appelle le baccalauréat. Donc le high school diploma et le baccalauréat ailleurs, notamment, je compare toujours le système nord-américain avec le système francophone africain. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que après ce high school diploma, l'élève qui devient maintenant étudiant a la possibilité de faire plusieurs chemins. La première chose, c'est l'enseignement professionnel qui va, au terme d'une formation de 2 ans, leur donner ce qu'ils appellent le Associate Degree. C'est un peu l'équivalent dans le système francophone du BTS. Donc, le Associate Degree is in business, in marketing, dans beaucoup de filières, dure 2 ans. Et en dehors de ce associate degree, donc les personnes vont faire 2 ans. Après cela, ces personnes-là, elles vont aller travailler dans la vie active, ou bien elles peuvent décider de faire plutôt ce qu'on appelle le college. Donc le college aux États-Unis, ce qu'on appelle encore le undergrad, c'est un système de formation qui va durer 4 ans. Nous, on n'a pas vraiment ce système en Afrique. Peut-être l'équivalent maintenant qu'on parle de LMD, c'est ce qui va permettre d'aboutir au L du LMD, c'est-à-dire licence. Donc en Amérique, il n'y a pas la licence, il y a le undergrad qui va être une formation de 4 ans qui va permettre d'aboutir au bachelor. Donc après les 4 ans, tu gradues et tu as ce diplôme-là qui est appelé le bachelor degree. Bachelor degree. Et après le bachelor degree, tu peux donc appliquer dans le travail, dans la filière où tu veux travailler et commencer. Donc, il y a des gens, par exemple, que je connais qui, après le bachelor degree, ils ont fait en finance, par exemple, ils ont fini, ils sont allés travailler dans des banques, par exemple, ou bien dans des compagnies d'assurance après leur bachelor degree. Il faut noter que
Et les études en Amérique, en général, coûtent cher. Et pour des personnes moins nanties, juste le associate degree, c'est suffisant pour aller travailler. Pour d'autres, juste se limiter au bachelor degree, c'est suffisant pour aller travailler. En dehors de cela, on a le graduate school. Donc, le graduate school, en fait, c'est un autre système après le bachelor degree et ce système-là va permettre de donner la carrière enseignante, la carrière de recherche à l'étudiant. Si un étudiant veut faire de la recherche aux États-Unis ou devenir enseignant d'université, il devra passer par le graduate school. C'est la voie, en fait, pour la recherche. Et le graduate school, que j'ai mis ici en jaune, il y a deux filières. Il y a soit passer tout droit, c'est-à-dire après le bachelor, on va faire un master degree. Après un master degree, on peut aller sur le marché du travail. Ou bien, en général, le master degree va pas vous permettre d'être enseignant d'université, mais vous pouvez travailler comme technicien ou du personnel administratif, par exemple, à l'université. Mais si vous voulez avoir un rôle de chercheur, il faudra avoir le diplôme final qui est celui du PhD. Et on se retrouve en deux cas d'espèce. Par exemple, pour arriver au PhD, il y a des personnes qui, juste après le bachelor degree, vont appliquer pour le PhD. Et quand ils sont reçus dans le programme de graduate school, ils vont faire 4 à 6 ans pour obtenir le PhD. Quelques rares fois 7 ans. Par contre, d'autres personnes vont dire, bon, je suis pas vraiment sûr de faire le PhD, je vais faire le master et on verra. Donc, après le master degree, ils peuvent aller dans le domaine du travail, ou bien là, maintenant, qu'ils changent d'avis, ils disent, bon, moi, maintenant, je veux faire mon PhD parce que, bon, j'ai fait un sujet au master, ça me plaît, je veux faire encore plus de recherche dessus, je vais approfondir mes connaissances. Et là, ils ont le PhD, et après le PhD, ils deviennent ce qu'on appelle doctor, so, doctor of philosophy. Après cela, pour continuer la carrière et devenir chercheur, après le PhD, ils vont faire des années de postdoctoral researcher, qu'on appelle communément le postdoc. Cela peut faire 2 ans, 3 ans, et après cela, ils vont maintenant avoir suffisamment de publications, suffisamment d'expertise en recherche indépendante pour postuler dans des universités et avoir le rôle, la fonction de university professor. Il faut savoir également qu'en tant que professeur d'université, il y a plusieurs grades. On commence avec le grade de assistant professor. Après assistant professor, on devient associate professor selon certains critères. Et assistant professor, c'est un peu l'équivalent d'assistant ou maître assistant. Associate professor, c'est l'équivalent de maître de conférence agrégé. Et après associate professor, il y a full professor qui est professeur titulaire. Maintenant, moi, en tant que médecin, je vais vous parler un peu d'une voie qui permet à des médecins de devenir chercheurs ou bien des chercheurs de poursuivre la carrière médicale in fine pour devenir enseignant-chercheur. Et je vais vous parler également de la voie pour les médecins qui ont des diplômes étrangers qui veulent pratiquer la médecine aux États-Unis. Donc, il y a des personnes qui, après avoir fait le PhD, disent, bon, ok, je ne vais pas faire le postdoc, je vais travailler dans les compagnies pharmaceutiques ou bien les compagnies privées, comme il y en a de nombreux aux États-Unis. Après le PhD, ils vont directement dans ces compagnies et vont occuper des postes de directeur ou autres, senior analyst, ce genre de choses-là. Maintenant, d'autres personnes vont dire, bon, mais moi, j'ai fait de la recherche, par exemple, dans le domaine biomédical, en bactériologie, en virologie, j'ai eu mon PhD. Bon, je veux devenir médecin maintenant et associer mes connaissances en recherche pour pratiquer la médecine. Et dans ce cas-là, ils vont passer l'examen qu'on appelle le MCAT. Donc, le MCAT, c'est un examen écrit qui va vous permettre d'avoir un certain score. Les sujets concernent la biochimie, la biologie, l'anatomie, les neurosciences et tout ça, les biophysiques. Et vous avez un certain nombre de questions. L'examen dure au minimum 4 heures. Donc, vous êtes assis, vous avez des questions des QCM et vous passez le MCAT, qui est l'examen d'entrée pour l'école de médecine. Donc, dans le pool de ceux qui viennent passer le MCAT, il y en a qui ont fini le bachelor degree, qui viennent passer le MCAT. Il y a des gens qui ont fini le master degree, il y en a qui ont fini leur PhD.
Et le curriculum qui va leur permettre d'avoir toutes ces connaissances-là n'est pas uniforme. Donc, il y a des gens qui vont faire, même, il y en a même qui ont fait des écoles de droit, par exemple, et après décident de venir faire la médecine. Mais avant de passer le M4, puisque vous serez évalué sur des questions de biochimie, de biologie, biophysique, etc., vous allez faire un pre-med curriculum. C'est-à-dire que vous allez prendre des cours qui vont vous permettre d'avoir ces connaissances-là pour pouvoir passer maintenant le M4 et entrer en médecine. Et après avoir passé le M4, vous avez un score, et plus le score est élevé, plus vous avez des chances d'être dans des universités, dans des écoles de médecine prestigieuses. Donc le score au M4, y compris des années d'expérience, bien des activités extracurriculaires, de volontariat ou autres, vont vous permettre de bonifier votre CV lorsque vous appliquez à l'école de médecine. Et l'école de médecine, lui, cette école-là va durer 4 ans. Donc 4 ans d'études médicales au terme desquelles tu deviens docteur MD. Donc imaginez quelqu'un qui a commencé avec un qui a commencé après son high school diploma, il fait 4 ans de undergrad. Après, pendant les 4 ans de undergrad, il fait son curriculum, il prend des cours qui vont compter comme pre-med curriculum. Et après ça, il vient passer le M4 et il entre à l'école de médecine, ce qui va lui faire un total, après le high school, un total de 8 ans. 4 ans de undergrad, 4 ans de médecine. Et après ces 8 ans-là, il devient docteur en médecine. Mais il faut compter que ces 4 ans-là, c'est vraiment des cours accélérés de médecine. Ils font quelques semaines de stage dans chaque service et ça ne leur donne pas suffisamment d'expérience clinique pour pratiquer directement. Ce qui fait que tous ceux qui ont leur diplôme de docteur en médecine aux États-Unis ne peuvent pas pratiquer directement la médecine. Ils doivent rentrer dans un système de residency, qui est un système de spécialisation. Il y a plusieurs spécialisations. Il y a médecine de famille, il y a médecine interne, chirurgie, obstétrique, tout ça. Et le residency training va avoir une durée variable. Par exemple, ceux qui font family medicine, médecine de famille, vont avoir une formation de 2 à 3 ans, alors que ceux qui vont faire, par exemple, la chirurgie, l'orthopédie vont aller à 5 ans. Ceux qui vont faire la neurochirurgie vont aller jusqu'à 7 ans de formation. Après cela, ils deviennent des médecins spécialistes après le residency. Et après ce residency-là, pour certains, ils veulent développer une subspécialisation pointue. Ils vont aller faire un clinical fellowship qui va de 1 an à 2 ans. Après quoi, ce sont vraiment des médecins hyper spécialisés dans leur domaine et ils vont pratiquer la médecine. Maintenant, le cas de quelqu'un qui a fait, par exemple, son bac en Afrique et qui a fait ses études médicales juste après 7 ans, il a le statut de ce qu'on appelle le Internal Medical Graduate, IMG, comme on le dit ici. Et cet étudiant-là, ce médecin-là, s'il veut pratiquer la médecine aux États-Unis, et c'est le cas pour beaucoup de médecins qui ont été formés à l'étranger, en Inde, en Europe, partout dans le monde, chaque année, ils vont appliquer pour pouvoir entrer dans le Residency Program aux États-Unis. Et pour cela, ils doivent passer un ensemble d'examens qui vont leur permettre d'aboutir à un certificat qui est appelé le ECFMG, qui est le certificat qui prouve que ces médecins-là ont les connaissances nécessaires pour pratiquer la médecine aux États-Unis. Et ces examens-là sont administrés par le USMLE et même les étudiants en médecine ici aux États-Unis vont passer cet examen-là qu'on appelle le USMLE. Pour avoir le ECFMG, il faut passer le Step 1, il faut passer le Step 2 CK, il faut passer le OET qui est un examen Occupational English Test, qui est un examen d'anglais médical qui va tester leur capacité à s'exprimer en anglais médical. Donc le Step 1, lui, c'est un examen qui fait qui fait 7 heures. Donc c'est 7 heures d'examen. 7 heures d'examen et ces 7 heures d'examen-là vont couvrir plusieurs sujets tels que la biochimie, l'anatomie, ainsi de suite.
Et il y a plusieurs resources qu'on appelle des study materials qui vont vous permettre de bosser pour pouvoir passer le step 1. Et je viens de mentionner certains ici. Et en général, cela peut faire entre 6 mois et 2 à 3 ans même, en fonction de ce qu'on s'assoit vraiment pour bosser en une fois ou en plusieurs temps. Le temps pour bosser, pour être prêt pour passer ce step 1 là, peut donc varier. Et comme je le disais, c'est un examen important. Le step 1 avant avait un score numérique, mais maintenant, il est soit pass ou fail. Donc, soit tu as réussi ou bien tu as échoué. C'est maintenant pass ou fail depuis 2020. Alors, après avoir passé le step 1, je vais revenir peut-être sur une autre vidéo pour mieux expliquer le step 1. Vous pouvez trouver aussi d'autres vidéos sur Internet qui en parlent. Après le step 1, il y a le step 2. Donc, le step 1, c'est vraiment tout ce qui est sciences fondamentales, statistiques. Le step 2, c'est tout ce qui est sciences cliniques, donc tout ce qui est en rapport avec la sémiologie, le diagnostic, la prise en charge des patients. Tout ça, c'est dans le step 2, step 2CK. Après avoir passé le step 2 et avoir passé le test de langue, vous avez maintenant le diplôme de ECFMG. Et après cela, beaucoup maintenant, après avoir soutenu euh, la médecine, faire la médecine dans leur pays, en Inde, Pakistan et autres, Australie et autres, ils passent le USMLE, ils ont le USFMG et puis ils viennent appliquer maintenant pour le residency. Beaucoup de programmes existent chaque année, ils appliquent pour le residency en général autour de septembre, entre septembre et novembre. Donc ils appliquent, ils vont à des interviews et tout ça et après ça, il y a ce qu'on appelle le match où voilà, ils peuvent rejoindre le système américain et commencer leur formation ici. Il faut savoir que si même vous avez été spécialiste dans votre pays, cela ne veut pas automatiquement dire que vous serez reconnu comme spécialiste en venant aux États-Unis. Donc pour beaucoup, ils ont été spécialistes dans leur pays, mais ils vont revenir après avoir passé le ECFMG, ils vont revenir reprendre le residency qui est la spécialisation ici aux États-Unis. Donc, il y a cette voie-là pour des spécialistes pour revenir passer le residency ou bien pour les spécialistes d'appliquer directement pour des clinical fellowships. Et ça, c'est assez difficile parce que pour, pour avoir des postes de clinical fellow, il faut que vous ayez un CV, il faut que vous ayez des lettres de recommandation. Et pour ces lettres de recommandation-là, il faut avoir vécu quand même aux États-Unis, participer à des congrès, des workshops, faire des observerships qui vont vous permettre d'établir un réseau de contacts et ces personnes-là pourront vous faire des lettres de recommandation. Et pour faire un fellowship, il faut avoir un CV bien fourni, des lettres de recommandation de personnes exerçant de médecins ici aux États-Unis. Il faut avoir votre ECFMG. Et en plus du ECFMG, il faut passer un autre examen qu'on appelle le STEP 3. Le STEP 1, le STEP 2 peuvent se faire à l'étranger, mais le STEP 3 est forcément aux États-Unis. Et lorsque vous avez tout cela, plus des contacts, comme je dis, vous pouvez appliquer pour des postes de Clinical Fellow qui vont durer 1 à 2 ans. Donc, pour quelqu'un qui est un spécialiste, par exemple, ailleurs dans le monde et qui veut venir faire des stages aux États-Unis, il faut qu'il ait des stages où il va pouvoir toucher les patients, opérer ou bien pratiquer des gestes sur les patients. Il faut qu'il ait le ECFMG, il faut qu'il ait des lettres de recommandation, il faut qu'il ait un CV attractif, il faut qu'il y ait, en plus du ECFMG, passé le STEP 3. Voilà. Donc ainsi, j'ai voulu récapituler tout ce qui est information utile sur la pratique de l'enseignement supérieur aux États-Unis et j'y ai combiné les informations, par exemple, pour ceux qui font la médecine ailleurs. Je fais ma vidéo en français, donc pour ceux qui sont francophones, voici comment ça se passe quand vous faites la médecine ailleurs qu'aux États-Unis et que vous voulez intégrer le système médical aux États-Unis. Merci et puis si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre avec des détails dans le chat et les commentaires.
Une autre vidéo, je vais faire une autre vidéo plus tard où je vais vraiment donner plus de détails sur comment étudier pour le Step 1, pour le Step 2, le OET et tous les documents à fournir pour avoir ce diplôme de CFMG. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et à bientôt.